Les assauts de Greenwood durèrent 2 jours. Le matin du 2 juin 1921, on ne voyait que le vide et les ruines partout. Des panaches de fumée planaient au-dessus du quartier, des cendres recouvraient le sol. Les bâtiments en briques étaient réduits à l'état de carcasses détruites par les bombardements. Et bientôt les corps des victimes seraient empilés et jetés dans les fosses communes et dans une rivière. Tout a commencé le 30 mai avec 2 adolescents dans un ascenseur de l'immeuble Drexel au centre-ville de Tulsa et s'est transformé en une accusation d'agression sexuelle. Les versions des faits varient quant à ce qui s'est réellement passé entre Dick Rowland, un jeune serreur de chaussures noires de 19 ans, et Sarah Page, une opératrice d'ascenseur blanche de 17 ans. Selon une théorie répandue, M. Rowland aurait trébuché et se serait agrippé au bras de Mme Page en essayant de l'attraper. Elle aurait crié et il se serait enfui selon un rapport de la commission. Le lendemain, M. Rowland a été arrêté et incarcéré au tribunal du comté de Tulsa. Dans l'après-midi, le Tulsa Tribune a publié en première page un article intitulé « Arrêter un noir pour avoir agressé une fille dans un ascenseur », ce qui a mobilisé une foule en colère qui s'est rendue au tribunal. À 2 reprises, un groupe de Tulsains noirs armés, dont beaucoup étaient des vétérans de la Première Guerre mondiale, ont proposé d'aider à protéger M. Rowland, mais ont été repoussés par le shérif. Alors que les hommes noirs quittaient la ville pour la 2e fois, un homme blanc a tenté de désarmer un vétéran noir et un coup de feu a été tiré dans la bagarre. Cet affrontement et d'autres ce jour-là ont marqué le début de ce qui allait devenir la destruction armée de Greenwood. Certains émeutiers blancs ont été même mandatés et armés par des fonctionnaires civils. À l'aube, la foule blanche s'abattit sur Greenwood. Les habitants noirs de Tulsa se défendirent vaillamment, défendant leurs familles et leurs biens, mais ils étaient largement dépassés en nombre. La foule a tiré sans distinction sur des noirs dans les rues. Les membres de la foule ont saccagé les maisons et volé de l'argent et des bijoux. Ils ont mis le feu maison par maison, pâté de maison par pâté de maison, selon le rapport de la commission. La terreur est également venue du ciel. Des pilotes blancs ont piloté des avions qui ont largué de la dynamite sur le quartier, selon le rapport faisant de l'attaque aérienne de Tulsa, ce que les historiens considèrent comme l'une des premières dans une ville américaine. Les chiffres dressent un portrait effarant des pertes. 35 pâtés de maisons incendiées, jusqu'à 300 morts, des centaines de blessés, entre 8000 et 10 000 sans-abri, plus de 1470 maisons incendiées ou pillées, et finalement 6000 personnes détenues dans les camps d'internement. L'économie du quartier a été détruite, 2 douzaines d'épiceries, 31 restaurants, 4 pharmacies. Greenwood sera reconstruit pendant quelques décennies, il prospérera à nouveau avant de tomber sous le coup du renouvellement urbain et d'autres forces. Mais ce printemps de 1921 a déstabilisé et déraciné le quartier avec des conséquences durables. Peu de temps après l'attaque, les survivants accusés d'être à l'origine des violences sont rentrés chez eux en proie à des horreurs. Au milieu des décombres, ils ont dû prendre une décision douloureuse qui allait changer à jamais l'histoire de leur famille. Partir et recommencer de zéro ailleurs, ou reconstruire. Ils ont également dû faire face à un autre type de résidence blanche, une ordonnance sur les incendies destinée à empêcher les propriétaires noirs de reconstruire eux-mêmes et des compagnies d'assurance qui refusaient de payer les demandes d'indemnisation pour les dommages. Greenwood n'est pas un cadeau de qui que ce soit, elle a été créée par les citoyens de Greenwood qui ont résisté à la tragédie de 1921 et l'ont reconstruite, a déclaré Scott Ellsworth, auteur du livre récemment publié The Groundbreaking and an American City and its Search for Justice. Greenwood est l'histoire de la résilience, c'est l'histoire du courage. Ceux qui sont restés ont commencé à reconstruire leur vie presque immédiatement. Ils ont uni leurs forces et ont commencé à reconstruire des maisons et des entreprises. En une journée, Claude Netherlands, un survivant du massacre et ministre dont le salon de coiffure au 110 Greenwood Avenue a été détruit, a acheté une chaise pliante, une lanière et un rasoir et a installé son magasin sur un trottoir. Le massacre a également coûté la vie à l'église baptiste Mount Zion, dont le premier service religieux dans son nouveau bâtiment avait eu lieu moins de 2 mois plus tôt. Les centaines de membres de la congrégation avaient financé et construit l'église au coût de 92 000 $ sur plusieurs années. Selon Black Wall Street From Riot to Renaissance in Tulsa Historic Greenwood District, un livre de Mr. Johnson, responsable de l'éducation pour la commission du centenaire. Il aurait été plus facile de déclarer faillite. Au lieu de cela, les membres de l'église ont reconstruit et creusé. Il a fallu 21 ans supplémentaires pour que la dette initiale soit remboursée. L'insulte finale du massacre fut le silence. Pendant des décennies, Tulsa a délibérément ignoré et dissimulé ce qui s'était passé à Greenwood.
De nombreux descendants ont déclaré qu'ils n'avaient appris l'existence de la foule et des meurtres qu'à l'âge adulte, et même à l'époque, certains récits se faisaient à voix basse. On pouvait voir la douleur dans les yeux de ma grand-mère quand elle parlait de ce qui s'était passé, a déclaré Leroy Gibbs II, 52 ans, petit-fils d'Ernestine Gibbs, une survivante du massacre, qui avait 17 ans lorsque les violences ont éclaté. Avant qu'elle n'aille trop loin, avant que cela ne devienne trop dur, trop douloureux, elle se rétractait et commençait à parler de la situation actuelle. Certains propriétaires d'entreprises qui ont survécu au massacre ont connu une seconde vie remarquable. D'autres qui ont connu des difficultés après le massacre ont eu des histoires déchirantes. La famille Williams, par exemple, l'une des plus prospères avant le massacre, est restée et a reconstruit. Monsieur Smith Sterman, militant des droits civiques qui dirigeait le Tulsa Star, a fini par atterrir à Buffalo. Il est devenu l'éditeur du Buffalo Star, plus tard appelé The Empire Star. Il faisait partie de nombreux Noirs de Tulsa inculpés pour incitation à l'émeute et a été innocenté à titre posthume. Madame Parrish, la journaliste qui dirigeait une école de dactylographie, resta sur place pour relater le massacre. Les deux hommes riches qui avaient contribué à fonder Greenwood furent durement touchés financièrement. Monsieur Stratford, qui fut inculpé, s'enfuit au Kansas puis à Chicago. Il ne récupéra jamais sa fortune. Monsieur Gurley aurait perdu près de 158 000 $ en 1921, soit 2,3 millions de dollars aujourd'hui. James Nels, qui avait ouvert un magasin de chaussures avec son frère Henry, s'est reconstruit mais ne s'est jamais vraiment remis. Il a fini par quitter Tulsa. Il n'était vraiment incapable de continuer à vivre émotionnellement et psychologiquement, a déclaré Madame Nels Alford. Vous faites vos études, vous travaillez dur, vous créez des entreprises, vous parvenez à employer des membres de votre famille et de votre communauté, et puis vous perdez tout cela en quelques heures. Cela enlève à un homme sa dignité. Une action en justice est en cours et des discussions sont en cours sur la manière d'indemniser les familles des victimes du massacre de Tulsa. Aucune indemnisation n'a jamais été versée en vertu d'une décision de justice ou d'une loi. À ce jour, personne n'a été poursuivi ou puni pour la dévastation et la ruine du Greenwood original.